Dans l'actualité ce soir, prévenir avant de guérir, c'est la motivation principale dans la célébration ce 6 juillet au Burkina, de la Journée mondiale de la santé. Cette année, cette journée est conjointement célébrée avec les journées de lutte contre le paludisme et la tuberculose. Qu'est-ce qui est fait dans le pays pour réduire les risques liés à ces maladies? Le ministre de la Santé est notre invité, il viendra nous répondre. Et puis dans la région des Cascades, ces attaques de chenilles qui inquiètent producteurs et techniciens de l'agriculture. Depuis la fin du mois de mai dernier, les champs de maïs, de riz, de coton sont infestés par ces ravageurs. Ce sont des champs de plusieurs hectares qui sont concernés. Mais qu'est-ce qui est fait pour endiguer le mal? Élément de réponse dans ce journal. Dans le journal également, à l'étranger, après plus de 3 ans de combats meurtriers, le maréchal Haftar annonce la libération totale de Benghazi. Ces forces armées sont venues à bout des derniers djihadistes qui étaient cernés depuis plusieurs semaines dans leur dernier repère dans le centre de la ville de Benghazi. Un soulagement pour les habitants. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver. Le Burkina Faso commémore ce 6 juillet la journée mondiale de la santé conjointement avec les journées de lutte contre la tuberculose et le paludisme. En 2015, plus de 212 millions de personnes ont contracté le palu et environ 10 millions souffraient de tuberculose. Cette journée veut donc attirer l'attention sur la responsabilité à œuvrer pour réduire les risques liés à ces maladies. Jean-Eudes Bayala, Yolande Lompo. La dépression, le paludisme et la tuberculose, 3 fléaux qui constituent des problèmes majeurs de santé publique. Au Burkina Faso, le paludisme représente le premier motif de consultation et d'hospitalisation. À travers la célébration des Journées mondiales de la santé, de lutte contre la tuberculose et de lutte contre le paludisme, l'Organisation mondiale de la santé souhaite amener les populations à adopter des attitudes et des comportements favorables à la prévention de ces 3 pathologies. Pour le paludisme, la question est d'en finir définitivement avec. Nous avons des pays qui ont utilisé les outils actuellement disponibles et qui sont proches de l'élimination du paludisme. Et donc nous pensons que cela est possible. Il suffit d'agir. Cette lutte de pulvérisation intradomiciliaire, c'est quelque chose dont les communes doivent se saisir. Nous aurons bientôt un vaccin pour améliorer l'arsenal d'élimination du paludisme. Et selon l'annuaire statistique 2015 du ministère de la Santé, 1037 cas de dépression ont été vus en consultation externe. Le pays de l'oncle Sam, par le biais de l'USAID, annonce une révision à la hausse de l'enveloppe financière pour soutenir le gouvernement burkinabé dans le domaine de la santé. Et selon leur niveau de performance, des prix ont été remis aux meilleurs districts sanitaires, centres hospitaliers régionaux et centres hospitaliers universitaires. Je l'annonçais en titre, le ministre de la Santé est avec nous. Professeur Nicolas Méda, bonsoir. Bonsoir. Merci de venir nous donner des éclairages sur cette journée. Pour la journée mondiale de la santé, on parle de dépression. Est-ce que c'est une maladie? Oui, la dépression, c'est une maladie mentale qui se caractérise par une tristesse quasiment invalidante qui empêche une personne de mener ses activités ordinaires. Et quelle est son ampleur au Burkina? Au Burkina, son ampleur est mal caractérisée, mais on sait que dans le monde, près de 350 millions de personnes souffrent de cette dépression. Nous avons quelques données hospitalières qui signalent des cas que le reportage a relevé. Et donc, cela nécessite qu'il faille qu'on caractérise mieux le poids de la dépression dans les maladies au Burkina Faso et surtout qu'on en parle et qu'on agisse parce que la dépression est là et concerne de nombreuses personnes au Burkina Faso. Et pour la prise en charge, comment cela se passe? Les services de santé sont capables de prendre en charge la dépression. Il s'agit des psychologues et des psychiatres qui sont dans les formations sanitaires, qui sont capables d'accompagner les personnes. Ça survient généralement
sur des cas dans des conditions qui affectent la quasi-totalité de la population. Ça peut être le décès d'une personne très proche, ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être l'abus d'alcool, ça peut être la consommation de drogue. Donc vous voyez qu'il y a un éventail très large de facteurs associés à la manifestation de la dépression. Et pour la tuberculose, on avait pensé à un moment donné avoir vaincu la maladie, mais à cause de certaines maladies comme le VIH-Sida, on commence à reparler de la tuberculose. Comment on apprécie son ampleur présentement au Burkina? Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé estime qu'il y a environ 9 à 10 000 cas que le système de santé du Burkina devrait pouvoir identifier de cas de tuberculose. Malgré nos efforts, nous ne sommes pas encore arrivés à dépister l'ensemble de ces cas. Et le pire n'est pas la faiblesse du dépistage, le pire est surtout la mauvaise observance des traitements antituberculeux qui font en sorte que, à terme, les médicaments ne marchent plus et cette multirésistance produit des microbes multirésistants qui peuvent être transmis à d'autres personnes qui, eux, n'ont plus aucun moyen pour se prendre en charge. Et voilà le danger de cette prise en charge inadéquate de la tuberculose basée sur la mauvaise prise du traitement. D'où l'importance de prendre correctement les traitements de la tuberculose. Nous aurons un avantage avec le maillage du territoire, avec les agents de santé à base communautaire qui vont être les observateurs de la bonne prise en charge de la tuberculose et nous espérons avec cette stratégie venir à bout de cette maladie. Professeur, vous l'avez dit dans le reportage qui nous a été diffusé tout à l'heure que pour la lutte contre le palu, il faut en finir définitivement avec la maladie. Mais de quelle façon vous comptez le faire? Le paludisme aujourd'hui dispose de plusieurs outils très efficaces et certains pays sont venus à bout. Les premiers outils sont dans le domaine de la prévention avec un arsenal qui vient de l'assainissement. Et c'est pour cela que j'interpellais tous les maires des communes urbaines et rurales. L'assainissement d'une ville, c'est la responsabilité des maires. Le ministère de la Santé, le ministère de l'eau et de l'assainissement peuvent accompagner les communes rurales et les communes urbaines à le faire. Deuxièmement, vous avez tout ce qui est autour de la lutte contre les moustiques, avec la pulvérisation intradomiciliaire, avec dormir tous les jours, toute l'année, sous une moustiquaire pour quiconque vit au Burkina Faso. Ça, c'est des outils très efficaces de prévention avec les enfants en saison pluvieuse, en saison de haute transmission du paludisme, donner à l'enfant une subioprophylaxie chaque mois pendant les 3 mois que la saison de transmission du paludisme est très très haute. Et donc, je pense que l'ensemble de ces outils de prévention peuvent aider à réduire la charge morbide autour du paludisme. Nous avons le traitement qui est efficace et le traitement dispose de 2 outils majeurs. Premièrement, on a les tests de diagnostic rapide. Donc, n'importe quel signe qui tend vers le paludisme, se précipiter dans une formation sanitaire qui dispose de ces tests et on est pris en charge. Et ensuite, on a des traitements très efficaces qu'on appelle les combinaisons à base d'artémisinine qui sont très efficaces pour soigner le paludisme. Et j'englobais tout ça en disant que tantôt, et grâce à des équipes de recherche du Burkina qui étaient basées à Nanoro, nous sommes dans une dynamique d'avoir aussi à disposition un vaccin, pas aussi efficace que nous nous voudrons, mais nous aurons un vaccin pour compléter l'arsenal de prévention du paludisme au Burkina Faso et ailleurs dans le monde. Notamment avec le docteur Alidou Tinto, exactement. Et juste pour terminer, professeur, on parle aujourd'hui, l'actualité oblige, de partenariat public et privé. Au niveau de votre département, comment la mise en œuvre de cette loi est envisagée? Oui, le secteur de la santé, sur 23 projets structurants du PNDS, 8 ont été choisis en urgence pour être exécutés dans les 6 mois
offerts par la loi qui vient d'être votée. Il s'agit de projets d'infrastructure dont nous allons construire de nouveaux CHU à Ouagadougou ici, dans le village de Basenko. À Bobo-Dioulasso, nous allons choisir le site. L'actualité vous a dit tout ce qui existe sur le choix de ce site. Et nous allons transformer le CHR de Waïgouya en centre hospitalier universitaire. Nous allons construire un CHR à Fada, à Gawa, à Dédougou et certainement bâtir de sorte que ça soit des centres hospitaliers universitaires. Il y a ensuite 240 CSPS qui seront construits pour mailler le territoire et 11 hôpitaux de district. Et à Ouagadougou, nous allons ajouter un autre hôpital de district en plus de Bogodogo à Boulimiougu. 2 projets majeurs d'équipement, 300 ambulances pour un slogan, une commune, une ambulance. Et enfin, mailler le territoire. Tous les centres hospitaliers régionaux qui n'ont pas encore d'unité d'hémodialyse auront des unités d'hémodialyse pour soulager le centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. Professeur Meda, l'occasion nous sera donnée de revenir en détail sur ces projets. Merci d'être venu répondre à nos questions. Vous restez avec nous pour la suite du journal. Merci beaucoup. Et pour la suite de ce journal, on évoque la rage, une maladie qui continue de faire des victimes au Burkina Faso. La faute au vecteur, mais aussi au système de contrôle de la maladie. Les spécialistes de la lutte contre la maladie sont donc réunis à Ouagadougou pour mettre en synergie des actions de lutte. Souleymane Sanou, Estelle Judith Assogba nous en disent un peu plus. La rage constitue un grand problème de santé publique. Plus de 60 000 personnes meurent par an des suites de cette maladie dans le monde. Au Burkina Faso, la maladie sévit à l'état d'Anzouti, en termes clairs, maladie épidémique qui touche une ou plusieurs espèces animales dans un espace restreint. Pour lutter efficacement contre cette pathologie, ces acteurs échangent sur la détection, le diagnostic, la prévention et le contrôle de la rage. On va faire l'état des lieux aussi bien au niveau de la santé animale qu'au niveau de la santé humaine et revoir un peu les différentes stratégies de lutte au niveau animal et humain. Et après cela, il y aura des travaux de groupe pour un peu discuter de comment travailler ensemble dans le concept une seule santé pour que tout le monde sache par rapport à la problématique à quel niveau j'interviens et comment je dois intervenir pour que la lutte soit efficace. Malgré l'existence de méthodes confirmées de contrôle de la maladie, la rage reste un défi majeur en raison des difficultés d'organisation et de logistique. Et cette rencontre offre l'opportunité à ces acteurs de lever ces goulots d'étranglement. Il y a beaucoup de provinces qui sont concernées par cette maladie. Malheureusement, les informations ne viennent pas. Et c'est l'occasion également de pouvoir travailler en synergie avec les autres départements ministériels pour que la lutte soit plus efficace. Ces acteurs devront, à l'issue de ces échanges, mettre en place un cadre national conjoint de contrôle de la rage au Burkina Faso. Autre actualité dans ce journal, le ministère de l'Environnement veut sévir désormais contre l'importation, la vente et l'utilisation anarchique des pesticides. Le ministère souhaite à travers cette opération coup de poing une utilisation qui respecte l'environnement. Explication, Gérard Sommet, Draman Guéné. C'est ici, à partir de Koudougou, que la guerre se prépare. La guerre contre l'importation, la vente et l'utilisation des pesticides non homologués. Cet atelier doit proposer des plans d'action dans ce sens, mais déjà une opération coup de poing dans de brefs délais. Ceux qui sont dans la situation d'irrégularité gagneraient à faire repartir les produits qu'ils ont fait rentrer de façon frauduleuse sur notre territoire national. Parce que la réglementation est claire là-dessus. Nous avons la liste des pesticides homologués. Donc celui qui va agir hors de ce cadre réglementaire va être soumis à toute la rigueur de la loi. Au même moment, une sensibilisation s'impose dans les jardins. Des solutions doivent être proposées ici pour une utilisation idoine et sécurisée des pesticides dans les productions maraîchères. En culture maraîchère, nous avons énormément de pesticides qui sont déversés sur le territoire national, des pesticides non homologués, des pesticides obsolètes que les producteurs, par ignorance en général, utilisent donc pour défendre les cultures qu'ils mettent en place. Alors nous avons donc pris conscience
de la dangerosité justement de cette pratique qui commence à constituer un problème de santé publique, un problème de santé animale et un problème même de destruction de notre environnement. Pour la Direction générale des protections végétales, l'importation, la vente et l'utilisation des pesticides sont encadrés par un texte. Et après de multiples sensibilisations infructueuses, force doit maintenant rester à la loi. Je vous le disais en titre, dans la région des Cascades, depuis la fin du mois de mai dernier, les champs de maïs, de riz et de coton sont attaqués par des chenilles. Des chenilles qui se nourrissent uniquement de feuilles des cultures. Sur le terrain, ce sont des champs d'hectares qui sont attaqués par ces chenilles. Mais qu'est-ce qui est fait pour endiguer le mal? Élément de réponse avec Ahadi Sandamba. La ravageuse, la voilà. Une chenille qui détruit tout sur son passage. Elle se nourrit uniquement de feuilles et pire, ce n'est pas n'importe lesquelles. Il s'agit de feuilles de maïs, de riz, d'arachide et même de coton. Lorsque la plante est en stade levé, alors donc ces chenilles coupent la base de la plante, entraînant effectivement les récémies pour le producteur. Mais au niveau des stades montaison, ça entraîne les défoliations, c'est-à-dire ça mange effectivement les feuilles. Et ceci, ce sont ces excréments, signe qu'elle est bien là, mais enfouie dans la zone de croissance du plant de maïs. Et même ces excréments seraient toxiques pour toute plante. Dès qu'il y a la pluie, alors ces parties, ces excréments-là seront infiltrés dans les feuilles et ils ont des toxines qui peuvent inhiber en tout cas la croissance de la plante. Ce que vous voyez ici comme dégâts dans ce champ de maïs par exemple, c'est le résultat de seulement 72 heures d'attaque. Sur une superficie de 5,5 hectares, ces chenilles ont semé la désolation. Toutes ces plantes touchées, qui sont encore sur pied, doivent leur survie à 2 séances de traitement, et ce, en l'espace de 2 jours. Au départ, j'ai moi-même payé des produits pour le traitement. Un traitement qui s'est avéré inefficace. C'est ainsi que j'ai fait recours aux techniciens de l'agriculture qui sont venus traiter avec leurs produits. À ce stade de la plante, si l'on poursuit les traitements, il y a de l'espoir de sauver ce qui peut encore l'être. Cependant, le rendement lui sera en deçà des normes, foi des spécialistes. Si la zone de la croissance n'est pas attaquée, si c'est les autres parties de la feuille, ça entraîne les défoliations et ces défoliations vont effectivement entraîner en tout cas une faible photosynthèse qui va entraîner une baisse de la productivité de la plante. Et voici comment se passe le traitement. Une pulvérisation tous azimuts sur toutes les parties des plantes. Un traitement avec des produits phytosanitaires bien indiqués. Des produits qui sont offerts gratuitement aux producteurs. C'est une dotation de l'État, mais la prestation, elle est payante. Elle coûte 2500 francs CFA l'hectare. Dans les Cascades, seulement 4 des 18 communes que compte la région ne sont pas pour l'instant touchées par le fléau. Et à l'heure actuelle, tous les efforts sont consentis pour sauver la campagne agricole 2017-2018. Nous avons également dit qu'il ne faut pas se limiter aux produits que le ministère met à la disposition des gens. Alors, on leur a donné des indications pour qu'ils aillent s'approvisionner et beaucoup ont commencé à le faire. Parce que si vous attendez que le dispositif intervienne forcément, bon, pendant ce temps, les chenilles continuent de faire des ravages. Mais à la question de savoir si ces produits permettent d'éradiquer définitivement le mal, la réponse suscite des inquiétudes. Nous ne pouvons pas dire que nous allons éradiquer la chenille dès cette campagne-là. Mais nous mettons tout en œuvre pour minimiser effectivement les effets. Et pourtant, cette chenille serait présente sur toute l'étendue du territoire burkinabé, à l'exception de la région du Sahel. Il serait donc impératif de trouver des moyens plus adéquats avant que le fléau ne mette à mal notre première richesse, l'agriculture. Les innovations agricoles peuvent aider à lutter contre ces ravageurs, mais aussi impacter la productivité dans le sens d'une augmentation des rendements. La FAO conduit un programme depuis septembre 2016 au Burkina Faso qui consiste au renforcement des capacités des acteurs. Ce 6 juillet, ils se sont retrouvés pour discuter des modalités d'accompagnement sur le terrain. Concrètement, comment tout cela va se passer? Explication avec Abdelaziz Yadibou. Des produits bio au service des consommateurs burkinabés. La trouvaille porte la marque du Conseil national de l'agriculture biologique, une association qui fait de la promotion de l'agriculture biologique et de l'agroécologie son credo.
C'est là l'une des 6 situations d'innovation localisée retenues pour des besoins de renforcement de capacité par le projet intitulé « Renforcement des capacités pour le système d'innovation agricole ». Là, vous voyez les produits maraîchers qui sont issus de la production bio-SPG. Et là, ce sont des produits qui sont naturellement produits sans produits chimiques. Il n'y a pas de pesticides dedans. En une année et demie d'exécution du projet, des résultats forts appréciables auraient été engrangés. Une étude pour identifier les acteurs de l'innovation a été menée, des facilitateurs de l'innovation ont été formés, 6 plans d'accompagnement ont été produits au profit de 6 situations d'innovation localisées retenues. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons pu retenir ou bien obtenir comme acquis? Parce que le projet est encore en cours, il n'est pas terminé. Nous allons vous présenter ces 6 situations que nous avons déjà identifiées, que tout le monde pourra voir, pourra regarder. Et maintenant, après, à la suite de ça, on va regarder de quelle manière aller de l'avant, prendre ces situations, renforcer les capacités des acteurs et voir dans quelle mesure la vulgarisation peut être faite. Ces différents acteurs-là constituent, si vous voulez, une chaîne. Ces acteurs-là, ils forment une chaîne de valeur. Et il est important effectivement qu'ils puissent nouer des partenariats spécifiques pour asseoir un réseau dynamique et efficace, pour que vraiment l'innovation puisse accompagner le secteur agricole. Cette rencontre des acteurs de l'innovation marque le début de la mise en œuvre du plan d'accompagnement des systèmes d'innovation retenus dans le cadre du projet. Un projet dont la phase pilote couvre 4 pays d'Afrique, 2 pays d'Asie et 2 pays d'Amérique latine, ce pour une durée d'exécution de 4 ans. Le président de l'ONG Action contre la faim est au Burkina Faso pour regarder de près les activités de l'ONG en matière de lutte contre la malnutrition dans le pays. Le but de la mission est d'attirer plus de donateurs pour Action contre la faim. Jean-Eudes Bayala, Omar Zambré. Le président de l'ONG internationale Action contre la faim, Thomas Ribemont, est au Burkina Faso. Et cette soirée est organisée en son honneur pour lui souhaiter la bienvenue. La visite au pays des hommes intègres du président de ACF revêt un double intérêt. Je viens en tant que président de l'ONG Action contre la faim, à la fois pour rendre visite aux équipes sur place, mais aussi prendre la mesure des programmes dans ce qui va bien et ce qui éventuellement va un petit peu moins bien. Et puis on vient aussi dans le cadre d'un message de communication, parce qu'il est important de sensibiliser nos concitoyens en France, mais au-delà, à la malnutrition qui peut avoir cours au Burkina. L'ONG Action contre la faim est présente au Burkina Faso depuis plus de 10 ans. Actuellement, ACF intervient dans la région de l'Est. Cette ONG bénéficie de l'accompagnement de plusieurs partenaires, dont l'État français. C'est une organisation non gouvernementale française, comme je disais, d'importance mondiale, et donc l'aide elle est apportée directement par l'État français à ACF à Paris, à son siège, et puis sur des programmes particuliers par l'Agence française de développement. Thomas Ribemont se rendra dans la région de l'Est pour constater de visu les projets mis en œuvre afin d'attirer beaucoup plus de bailleurs de fonds. Et pour réussir cette tâche, il est accompagné par la journaliste Audrey Pulvar, par ailleurs présidente de la Fondation Nature et l'Homme et ambassadrice de bonne volonté de ACF. C'est parti depuis cet après-midi à Ouagadougou pour l'édition 2017 de SICABAT, le salon d'ingénierie, de la construction, de l'architecture et du bâtiment. Un 11e rendez-vous qui va se pencher sur la contribution du secteur de l'immobilier dans la résorption du chômage des jeunes. Maïmouna Traoré. Tout pour le bâtiment. Au salon de l'ingénierie, de la construction, de l'architecture et du bâtiment SICABAT, les professionnels de la construction présentent des innovations en matière de construction, de nouvelles technologies, mais aussi des matériaux adaptés pour l'architecture moderne. Le bâtiment évolue énormément. Avant, on construisait seulement avec de la pierre. Aujourd'hui, on ajoute l'alu, etc., etc. Je pense qu'aujourd'hui, en matière de construction, d'étanchéité, de protection, il y a tellement de choses qui ont tellement évolué que bon, c'est bien chaque fois qu'il y a un événement comme ça, que chacun vient voir ce qui est présent, ce qu'on a découvert, comment est-ce qu'on peut en profiter pour améliorer son bâtiment. Cette 11e édition du SICABAT entend valoriser les métiers de la construction et de l'habitat au sein de la jeunesse. Le thème, la construction du secteur de l'immobilier dans la résorption du chômage des jeunes au Burkina Faso.
C'est un thème bien à propos, dans la mesure où la question de l'emploi des jeunes est inscrite en lettres d'or dans le programme présidentiel. Emploi des jeunes qualifiés. Et je me félicite également que ce salon se déroule au lendemain du lancement du programme de construction, national de construction de logements. Le salon de l'ingénierie, de la construction, de l'architecture et du bâtiment, c'est aussi un cadre où les acteurs de l'acte de bâti se retrouvent pour échanger leurs connaissances et faire des affaires. L'association Mémoire et Conscience, qui souhaite la construction des monuments et des musées de souvenirs des luttes du peuple burkinabé, avait lancé il y a peu un appel à contribution. Ce 5 juillet, elle vient de récompenser les 3 meilleurs projets. Ismaël Sirima. Sur ce site de l'ancienne Assemblée nationale va se dresser un monument de souvenir de l'insurrection de 2014. Pour réaliser cette vision, un appel à idées a été lancé par l'association Mémoire et Conscience. 3 idées ont été retenues et par ordre de mérite, les intéressés ont reçu 600 000, 800 000 et 1 million de francs CFA. Cette initiative, bien qu'impulsée par Mémoire et Conscience, est un capital public. Elle appartient à tous les Burkinabés, à tous les Africains, à tous les citoyens du monde et puis de liberté et de démocratie. Après l'étape des idées, il va s'en suivre un concours d'architecture pour tenter de les matérialiser. Et ce n'est qu'après cette étape que les coûts de construction pourront être évalués. Mémoire et Conscience appellera à la mobilisation de toutes et de tous afin qu'ensemble, nous rassemblions les moyens nécessaires à la réalisation du projet grâce à un financement alliant une quête populaire et la mobilisation de ressources de partenaires publics et privés. Ainsi, pour voir ce monument et ce musée, il faudra attendre un temps encore indéterminé. La question du temps n'est pas pour dans l'immédiat. Ce que nous souhaitons, ce n'est pas un monument, ce n'est pas une œuvre qui va juste faire quelques années. C'est une œuvre dans la durée. Pour la réalisation de cette mission, l'association Mémoire et Conscience est en partenariat avec l'Assemblée nationale. Après plus de 3 ans de combats meurtriers, le maréchal Haftar annonce la libération totale de Benghazi et nous sommes en Libye. Ses forces armées sont venues à bout des derniers djihadistes qui étaient cernés depuis plusieurs semaines dans leur dernier repère dans le centre de la ville de Benghazi. Un soulagement pour les habitants. Concert de klaxons et scènes de liesse à Benghazi en Libye. Après plus de 3 ans de combats meurtriers, la ville a été libérée des djihadistes. Au printemps 2014, le maréchal Haftar avait lancé l'opération Dignité pour reprendre Benghazi. C'est non sans fierté qu'il a annoncé cette victoire à la télévision. À partir d'aujourd'hui, Benghazi va entrer dans une nouvelle ère de sécurité, de paix, de réconciliation, d'harmonie, de construction, de reconstruction. Les gens vont rentrer chez eux après la fin des restrictions, de l'injustice, de la peur et de la terreur. Nous nous félicitons de cette victoire et pour la libération des zones d'Akrebish et Sabri et de toute la Libye. Dieu est grand, Dieu bénisse notre armée, Dieu bénit le général Haftar et merci au colonel Walid Boukamada. Et puis on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Abdourahmane Zongo. Affaire Djibril Bassolé, le Burkina ballotté entre le tribunal militaire et l'ONU, soupire aujourd'hui au Faso. C'est un os en travers de la gorge des autorités, clame tout court le pays. N'y a-t-il donc pas eu des hommes de droit au Burkina, selon l'Express du Faso, car la décision onusienne pour l'Express du Faso, et selon laquelle la détention de Bassolé est arbitraire, reste comme une gifle, et mieux, montre qu'il n'y avait pas d'hommes de droit sincères parmi ceux qui ont incarcéré illégalement Djibril et qui auraient pu le libérer. Libérer Djibril explique aujourd'hui au Faso, en effet, lors de son arrestation, Djibril était un civil. C'est pourquoi, ajoute notre confrère d'aujourd'hui au Faso,
les avocats de l'incarcéré jugent incompétente la justice militaire et invoquent un tribunal de droit commun. Le pays n'est pas en reste et trouve plutôt que l'ONU cloue au pilori ainsi l'État burkinabé coupable des droits du prévenu à un procès équitable devant un tribunal militaire alors que l'intéressé n'était plus militaire. C'est donc, selon le pays, un dilemme cornélien pour les autorités burkinabées qui doivent impérativement communiquer. Et du succès de cette communication dépendra la sérénité nationale, conclut le pays. En attendant, Mayaga Sanou, elle, communique sa réponse à la France. Plus tôt, l'observateur fait écho d'une plainte d'une veuve d'anciens combattants adressée à la France qui reste silencieuse dans le versement de la pension du caporal-chef, son mari. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.